Chapitre 17. Comment Tommy trouva enfin Juliette et quel marché il passa avec elle. Papa m'a dit, fils, rends-moi fier, deviens libellule, dépasse les montgolfières. L'échelle, peu importe les étages, était toujours fixée à peu près au même endroit, soit contre la grande cheminée de tôle qui acheminait l'air chaud de l'extrême bas de la montgolfière jusqu'à son ballon. Si les étages, vers le bas, étaient plutôt fermés sur eux-mêmes, il était à noter que, depuis le repère des sœurs Huss, les murs n'étaient plus aussi présents. Ainsi, le ciel s'ancrait dans le paysage comme une immensité de dégradés bleutés qui vibraient. C'était au milieu de ce ciel infini, quasiment spatial, que Javert avançait sur l'échelle, suivi de Tommy. Elle était plus longue que d'habitude, offrant toute la terre aux yeux des visiteurs. De loin, on voyait des nuées de nuages, et entre eux, il y avait des bleus, des verts, des gris. Peut-être ici des mers, et là des prairies. Il y avait certainement quelques montagnes, en chaîne, qui montraient le bout de leur sommet. Tout paraissait si petit et gigantesque tout à la fois. Des milliers de kilomètres dans une seule pupille. Le vent était moins doux que sur la nacelle. Les furies d'éole se déchaînaient sur eux, comme des coups de fouet, les poussant contre l'échelle, les déstabilisant, gonflant chaque centimètre de leurs vêtements. Tommy refit le nœud de son baluchon et le serra fort contre sa poitrine, en dessous de son gilet. Y a comme un drôle de bruit, tu trouves pas? Tommy, perdu jusqu'alors dans ses rêveries, tendit l'oreille et se concentra. Et, en effet, à travers le bruit du vent qui lui polissait les côtés de la tête, il y avait comme une petite musique qui s'arrêtait et reprenait. Ah ouais, en effet. Ça doit venir du cockpit. Si l'étage des eaux était le plus grand que Tommy ait pu voir, le cockpit, lui, semblait être le plus petit de toute la montgolfière. Les deux grimpeurs pouvaient le voir d'où ils étaient. Comme tous les autres étages, ils s'articulaient autour de la cheminée de tôle, mais ils ne semblaient être faits que d'une unique pièce circulaire composée de bois et de vitres teintées. Plus ils s'approchaient, plus la musique s'amplifiait. Ah, je crois que je sais ce que c'est. Ah ouais? On dirait comme une boîte à musique. Une boîte à musique? Enfin, je crois. Je suis pas un expert en la matière après tout. J'en fais quoi? Laisse, je vais y jeter un œil quand j'y serai. Et, quelques instants plus tard, Tommy y était. Il y avait contre l'échelle comme une petite étagère solidement fixée. Dessus était accroché un boîtier avec des numéros. Je crois que c'est un téléphone. Un téléphone qui sonne, de surcroît. Tu vas décrocher? C'est la meilleure chose à faire. Au moins, il arrêtera de sonner. Alors, Tommy décrocha le téléphone de son boîtier et y colla son oreille. Aidez-moi. Puis la voix se tut et le téléphone émit des bips successifs pour marquer la fin de la conversation. Perplexe, Tommy reposa l'appareil sur son boîtier. C'était quoi? Je sais pas. Ils continuèrent alors leur progression et arrivèrent bientôt au cockpit. Un petit palier devant une porte de bois permettait tout juste d'accueillir les deux voyageurs qui s'y massèrent. Tommy, par politesse, frappa à la porte. C'est qui? Tommy Hardlock. Et Javert. Connais pas. Vous devez être Juliette. Est-ce qu'on peut rentrer? Je sais pas moi. Est-ce que vous voulez vraiment entrer? Oui. Alors allez-y, le palier ne doit pas être très confortable. Tommy poussa alors la porte et entra, suivi de Javert. L'intérieur n'était qu'un large couloir qui formait un cercle, comme une tour de guet. Sur le mur intérieur, il n'y avait que des étagères remplies, de haut en bas, de livres de toutes sortes. Sur le mur extérieur, une vitre teintée faisait le tour de la pièce. Il n'y avait personne. Alors, Tommy se décida à avancer dans le couloir et finit par trouver une petite fille brune, avec des grosses lunettes sur le nez. Elle était assise par terre, sous une longue vue fixe, et un homme était allongé à ses côtés, sur le ventre. Tu es Juliette, c'est ça? C'est ça, je suis Juliette. Eh bien, je te cherchais. Pourquoi ça? J'ai rencontré ta mère, et elle m'a aidé à dégager les rochers qui bloquaient le passage. Et en échange de son aide, et comme je montais, elle m'a demandé de te retrouver pour te ramener chez toi. Alors là, hors de question. Mais pourquoi? Je suis bien moi ici, j'ai appris à me débrouiller, et surtout j'ai refait ma vie. Je n'ai pas envie de tout quitter comme ça. Mais, puisque le passage est enfin débloqué, tu n'as même pas envie d'aller voir ta mère, ne serait-ce que lui dire bonjour? Non, c'est qu'une vieille harpie. Tu sais, j'ai promis à ta mère... Ça c'est ton problème, pas le mien. Allez, sois sympa. C'est important la famille quand même. Excuse-moi, mais je n'ai pas très bien compris qui tu es. Je suis Tommy Hardlock. Oui, mais encore? Je viens du premier étage de la montgolfière. Ou du dernier, tout dépend dans quel sens tu comptes. Ceux qui font du feu pour alimenter le ballon en air chaud. Et qu'est-ce que tu viens faire ici au juste? Eh bien, c'est une longue histoire. Je suis parti pour découvrir pourquoi le ciel est bleu. Et aussi pour voir un peu du pays. Donc, si je résume, tu as quitté ta famille, le truc que tu viens juste de me dire que c'était important, juste pour savoir pourquoi le ciel est bleu. Et accessoirement aussi pour voir un peu du pays. Et tu viens me faire la morale comme quoi je suis ingrate parce que je ne vais pas retourner chez moi voir ma mère. Vu comme ça, c'est vrai que ça peut paraître ironique. C'est clairement du foutage de gueule à ce niveau-là. Mais bon,
Je suis une âme bonne et je vais bien retourner voir ma mère, mais il va falloir m'aider en retour. Tout ce que tu veux. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tu vois, une fois que le passage entre les 2 étages a été bloqué, j'ai dû me débrouiller toute seule. Et c'est quoi le rapport? Laisse-moi finir, tu veux? Donc, j'ai erré un petit moment entre les étages, chez Sœur Hus, chez Océane, et puis finalement ici, et j'ai rencontré la Vigie. Un homme formidable. Il m'a pris sous son aile et m'a élevée comme sa propre fille. Il est comme une mère pour moi. Comme un père. Non, comme une mère. C'est un homme, donc il est comme un père pour toi. Sinon ça fait bizarre. Mais non, puisqu'il a assuré le rôle d'une mère à mon égard, pas celui d'un père. Donc il est comme une mère pour moi. Ouais, ça peut faire sens. Mais où est le problème? Eh bien, ça fait maintenant plusieurs jours que sa batterie a rendu l'âme et il faut lui changer, mais je n'en ai pas. Et si tu réussis à m'en trouver une, ok, dans ce cas-là, je te promets que j'irai voir ma mère. Tommy réfléchit, hésita, crut comprendre quelque chose et finalement ne le comprit pas. Une batterie? Oui, une batterie. Alors, il regarda l'homme qui était à terre, et qui devait être la fameuse Vigie, et se pencha sur lui. Il avait l'air d'avoir un certain âge. Des rides et une longue barbe blanche étaient visibles. Il tâta son pouls, mais ne sentit rien. Il se leva lentement et regarda Juliette dans les yeux. Il y avait tant d'innocence, tant de naïveté dans ses petites pupilles qu'il en était triste pour elle. Certainement, elle n'avait jamais dû être confrontée aux dures lois de la vie et de la mort. Une batterie... Oui, une batterie. Où est le problème à la fin? C'est trop compliqué d'en trouver une, c'est ça? Comment te dire ça sans te blesser? Me dire quoi? Eh bien... Les hommes ne sont pas comme des machines, tu sais. Quand leur force vitale les quitte, il ne suffit pas de leur insérer une batterie pour qu'ils ressuscitent. Il est mort, Juliette. Et il ne revivra pas. Tu comprends? Je suis désolé. Mais non, tu ne comprends pas. Non, c'est toi qui ne comprends pas. Je sais que c'est dur, mais il faut l'admettre. Attends, je vais te montrer. Aussitôt, Juliette se jeta sur le corps de la Vigie et se mit à lui gratter la peau avec ses ongles, entre les omoplates. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Mais Juliette n'écoutait pas et, bientôt, une plaie béante se dessina dans le pauvre corps. Alors, un pan de peau se souleva et un clic se fit entendre. À l'intérieur, greffé sur la colonne vertébrale, il y avait un petit boîtier vide. Tu vois, c'est là qu'on met la batterie. L'autre, je l'ai jetée parce qu'elle était cassée. Tu veux dire que c'est un automate? Non, mais une partie de son corps est automatisée et marche à l'électricité, c'est tout. Mais pourtant, son pouls? Oui, quand il n'a plus de batterie, il entre dans une sorte de coma conservateur. Oui, c'est absolument logique et anatomiquement cohérent. Tu penses pouvoir trouver une batterie alors? Tommy, soudainement, se souvint de Théopombe qui, quelques chapitres auparavant, lui avait parlé d'une batterie révolutionnaire de sa création. Il regarda Juliette. Oui, je pense pouvoir en trouver une. Mais encore une fois, il va falloir que je fasse marche arrière. S'il faut que vous descendiez, vous pouvez toujours utiliser le treuil. Le treuil? Oui, tu sais, la plateforme qui amène les repas aux différents étages de la montgolfière, quoi. D'ailleurs, le petit déjeuner devrait pas trop tarder. Mais on peut rentrer là-dedans? Faudra se serrer, mais je pense que ça passe. Par contre, ça vous emmène directement en cuisine. Je sais pas si ça vous arrange vraiment. Si, justement. Tout à fait. On peut faire comme ça. Enthousiasmé de ne pas tout devoir refaire à pied, Tommy regarda Juliette ouvrir une petite porte et en sortir le petit déjeuner. Au passage, Javert saisit le potage qui traînait et le but d'une traite. Hé! Oui, mais j'avais très faim. C'est là-dedans qu'on doit rentrer? Exactement. Alors, les deux voyageurs prirent difficilement place sur la petite plateforme, recroquevillée et serrée, et la porte se referma sur eux, les enfermant dans une nouvelle obscurité chaude. Le système grinça, puis commença à descendre lentement vers les cuisines.